Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une femme qui nous prouve depuis des années que l'actualité du football n'est pas une affaire d'hommes poilus qui parlent fort. Et oui, car chaque jour, elle arbitre face à ses chroniqueurs des discussions enflammées, toujours bienveillantes et teintées d'humour dans son émission sur l'équipe. Et si elle est sur ce plateau ce matin, c'est pour nous rappeler qu'avant d'être une journaliste talentueuse et charismatique, c'est aussi une maman avec ses angoisses. Bonjour Estelle Denis. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, c'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir, très sincère. Mais pour moi aussi. Ado, le décodeur, donc c'est le titre du livre que vous avez sorti le mois dernier avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget aux éditions Le Duc. Alors c'est un livre qui regorge de conseils pour les parents qui ne savent plus vraiment comment aborder l'adolescence de leurs enfants. Alors la première question que je voulais vous poser, est-ce que désormais vous êtes devenu une sorte de spécialiste de l'adolescence, une sorte de, Pascal la grande sœur? Allez, j'y arrive. En tout cas, grâce à Stéphane Clerget, le pédopsychiatre qui répond à toutes mes questions, j'ai quand même l'impression d'en savoir plus et d'être plus armée face à l'adolescence de mes enfants. Parce que là, ils ont 15 et 12 ans et là, on entre bien de plein pied dans l'adolescence. Ouais, on est un peu dans le dur là. Mais c'est vrai que Stéphane donne tellement de conseils dans le livre que effectivement, je me dis c'est bon, tout va bien se passer. Là, je sais comment faire, tout va bien, quoi. Admettons que je suis un papa d'un adolescent de 15 ans, j'achète votre livre. Est-ce que demain, je suis un meilleur père? Est-ce que ça y est, j'ai compris? Je crois, oui. Vous pensez? C'est un bon guide. Non, mais l'idée, c'était vraiment que je pose à Stéphane, en fait, toutes les questions qui me passaient par la tête, alors des plus importantes aux plus futiles, et en fait, qu'il y réponde. Parce que c'est vrai que quand on est parent, en quelques semaines, on voit son enfant se transformer, c'est-à-dire que c'est un petit bébé, et en quelques semaines, ça devient un tyran. Et il vous parle mal, à chaque fois que vous vous dites un truc, il fait... Et psychologiquement, pour vous, en tant que maman, c'est assez compliqué d'appréhender ce genre de situation? En fait, disons que vous ne reconnaissez pas votre enfant, donc c'est quand même un truc assez étonnant. Puis je vous dis, ça se passe en quelques semaines, c'est-à-dire que... Et puis vous ne le voyez pas venir. Ça commence par, je dis, n'importe quoi. Moi, je dis, tu me parles sur un autre ton. Et puis après, et oui, c'est une espèce de spirale infernale qui ne s'arrête jamais. Mais moi, je me suis bien marrée en faisant ce bouquin parce que, effectivement, moi, je suis de nature très angoissée. Et donc, il y a toutes mes angoisses qui sont revenues, là, comme ça, à la surface. Et toutes les questions qu'on se pose. Mais ça va de, voilà, ma fille a grossi. Est-ce que je dois lui dire? Est-ce que vous dites à votre fille, dis donc, ça va pas du tout, là. Ou est-ce que vous essayez de manière assez maligne, d'enlever les pâtes et de mettre des haricots verts, l'air de rien, vous voyez. Tiens, maman a décidé de faire des légumes aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est tous ces trucs-là, à la fois c'est aussi, est-ce que vous devez fouiller dans le portable de votre enfant? Vaste question. Et Stéphane y répond toujours. Après, je suis pas toujours d'accord avec lui parce que il y a à la fois ce qu'il faut faire, puis il y a à la fois dans la pratique, il y a des choses qui sont pas toujours faciles à faire. Mais en tout cas, ce dialogue était hyper intéressant. Et c'est un livre passionnant et surtout rassurant. On va y revenir dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr avec Estelle Denis. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos adolescents? Est-ce que vous êtes un inconditionnel de l'équipe d'Estelle, son talk show qu'elle anime chaque jour sur l'équipe? Est-ce que vous aimeriez la voir dans un autre registre? Vous pouvez poser toutes vos questions. Elle y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Estelle. Alors Sarah, on commence avec les audiences comme tous les jours et cette fois-ci, une fois de plus, c'est encore la fiction française qui arrive en tête des audiences. Et oui, France 2 avec Alex Hugo qui a passionné hier soir 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23,7% du public. Donc France 2, vous l'aurez compris, est loin devant, même si en une semaine, la chaîne a presque perdu 2 points de part d'audience. Alors TF1 suit, est en deuxième position avec Esprit criminel à 3,2 millions de fidèles et 15% du public, suivi de M6 avec Cauchemar en cuisine à 2,4 millions de fidèles et 12,2% de part d'audience. Et puis on va terminer sur la jolie performance d'Arte hier soir grâce au film Jeune et Jolie réalisé par François Ozon. Le long métrage a conquis 1,2 million de cinéphiles et 5,7% de part d'audience. Alors c'est vrai que ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses personnalités télé, animateurs qui se lançaient dans la fiction, Stéphane Bern, Stéphane Plaza aussi, il y a également Michel Simès. Est-ce que vous aimeriez un jour endosser un rôle dans une fiction? Si France 3 vous appelle pour jouer le rôle d'une meurtrière dans un meurtre, est-ce que vous y allez? Mais j'adorerais. C'est vrai? Enfin, c'est pas du tout c'est pas une envie, mais évidemment que si on m'appelle, j'avais fait Off Prime, une petite apparition avec Virginie Efira il y a quelques années. C'était sur M6. Ouais, c'était sur M6, ça m'avait éclaté. Mais oui, ça c'est le genre de truc qui m'amuse, quoi, de challenge, voilà, qui me font marrer pour le coup. Ouais. Et animer des autres divertissements, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vous retrouver dans le rôle
registre du football, du sport, mais par exemple une émission de cuisine, parce que là il y a eu Cauchemar en cuisine en l'occurrence hier, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Un peu vous diversifier, alors c'est vrai qu'à l'époque sur TF1 vous avez fait d'autres choses, on se souvient de Splash, Exactement. Est-ce que vous aimeriez faire ce genre d'émission un peu plus souvent? Mais en fait, je sais pas. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais aimé, mais aujourd'hui, en fait, j'ai une telle liberté sur la chaîne L'Équipe et dans l'équipe d'Estelle que j'aurais du mal, en fait, à revenir à des émissions où vous faites un lancement, vous vous arrêtez, un quart d'heure après, vous revenez, où il faut regarder comme ça. Voilà. En fait, je crois que je n'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie en fait, de m'amuser et d'avoir un truc un peu libre, quoi. En fait, moi, quand je suis arrivée à L'Équipe, j'ai eu l'impression de revenir à mes débuts sur M6 où on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Et c'est vrai que je vais aussi animer une émission de jeu sur le sport sur L'Équipe. Ça me fait marrer. Voilà, la folle équipe. Et en fait, c'est vrai que voilà, ma liberté compte énormément, en fait, et je ne sais pas si je serais encore capable de faire quelque chose de très cadré. On poursuit ces news médias, Sarah, avec une triste nouvelle, la disparition d'Ariane Carletti du Club Dorothée. Oui, sa famille nous l'a appris hier dans un communiqué. L'animatrice de télévision, comédienne et productrice est décédée mardi à l'âge de 61 ans. Alors entre 1987 et 1997, elle animait aux côtés de Dorothée le Club Dorothée sur TF1. Alors son producteur Jean-Luc Azoulay s'est dit bouleversé et effondré par cette nouvelle. C'est quelqu'un de la famille qui s'en va. Elle se battait depuis des années contre la maladie. Voilà, nous a confié le producteur. Un hommage lui sera rendu lundi sur sa chaîne IDF1. Estelle, est-ce que vous faites partie de cette génération Dorothée qui a bercé des millions de Français? Ah oui, moi j'avais pas la télé en fait jusqu'à ce que j'ai une dizaine d'années, mais dès que j'étais chez mes grands-parents, mais mon Dieu quoi, mais je regardais mais tout, et ça les musclés et tout, mais oui bien sûr, c'est ma génération, le Club Dorothée, tous les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, c'est pas possible d'être passé à côté, mais c'est impossible. Et pourquoi ça a marqué une génération entière ce Club Dorothée? Expliquez pour ceux qui ont mon âge par exemple et qui n'ont pas forcément connu cette génération Dorothée, qu'est-ce qui était si particulier dans le Club Dorothée? Déjà il y avait 3 chaînes, hein. Ouais. Je veux dire, non mais c'est vrai, il y a la 1, la 2, la 3, et le matin, il y avait Antenne 2 et il y avait le Club Dorothée ou TF1, je sais plus, mais Récré à 2. Récré à 2 et le Club ensuite, Dorothée, mais parce que c'était des rendez-vous, et encore une fois, on n'avait pas le choix qu'on a aujourd'hui, donc on regardait tous ça en fait. Et oui, ça nous a marqué, mais comme Croque Vacances, moi, m'a marqué quand j'étais encore plus petite, quoi. Et moi, c'est ça, c'est le Club Dorothée, c'est les grands-parents, vous y allez et puis vous regardez. Mais ça durait hyper longtemps, ce truc, en plus, quoi. Et tous les dessins animés qui s'enchaînaient avec des espèces de plateaux, ils faisaient des petites scénettes, là. Mais ouais, bien sûr, c'était... Ça a marqué évidemment toute une génération. Ouais. Alors une émission qui a marqué une génération, en tout cas plusieurs générations, mais qui n'a strictement rien à voir avec le Club Dorothée, on va pas se mentir, c'est Danse avec les stars. On connaît enfin la date du retour, Sarah, c'est quand? Ça y est, ce sera samedi 21 septembre en prime time sur TF1 avec toujours à l'animation Camille Combal accompagnée de Karine Ferry. Alors dans le jury, il n'y a pas de changement, c'est toujours Chaim, Chris Marquez, Patrick Dupont et Jean-Marc Généreux qui noteront les célébrités. Alors du côté du casting, on attend sur le parquet Liane Folly, Linda Hardy, Moundir Clara Morgan ou encore Johan Rioux, que vous devez bien connaître. Votez Johan. Vous allez le soutenir, j'imagine. Et Moundir aussi, parce que je l'adore. C'est vrai que Johan Rioux, c'est le commentateur un peu fou qui sévit sur l'équipe, votre chaîne. Vous allez le soutenir, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de sa participation dans cette émission? Je trouve ça génial, mais les gens vont l'adorer, parce que là, tout le monde ne le connaît pas encore. Mais Johan, je crois que c'est le garçon le plus barge que j'ai jamais rencontré. Ouais. Ce type est fou, mais la folie, mais vous voyez, la folie sympathique, il est incroyable. Mais les gens vont l'adorer. Et franchement, mais votez pour lui, parce que... Et là, bon... Il est un peu stressé. Bon, déjà, il est toujours stressé. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on sent que voilà, c'est compliqué, ça approche. Finalement, ils n'ont pas tant de temps que ça pour se préparer parce qu'il a 3 semaines, il n'a jamais dansé de sa vie. Et là, il va devoir, en fait, en 3 semaines, je sais pas, apprendre un cha-cha, un jive ou je ne sais quoi. Mais ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai hâte de le voir danser, de le voir dans cet exercice, quoi. C'est une émission à laquelle vous pourriez participer dans avec les stars. C'est pourtant mais un beau défi sportif. Non, vous qui êtes passionné de sport. Si vous croyez... Non, mais un jour, on m'avait appelé mais j'ai même pas fait un rendez-vous, j'ai dit non tout de suite. Et quand je l'ai dit à mes enfants, mais ils se sont tapés des barres de rire. Et il y avait ma fille qui disait non mais sur un cha-cha, elle me disait tu vas arriver avec une robe longue, mais rien que de penser à ça, mais j'étais en angoisse totale, mais jamais.
Mais moi, je ne danse en soirée que s'il est 2h du matin et qu'il n'y a plus personne, vous voyez. Enfin, c'est pas possible. Mais la danse, c'est ma hantise. Vous C'est pensez qu'il y a horrible. des vidéos qui traînent sur certains smartphones dans Paris? Parce que j'aimerais beaucoup voir ça et le diffuser au Buzz TV à Non, mais, l'occasion. mais à chaque fois, voilà, quand je vais à une soirée, à chaque fois, quelqu'un essaie toujours de me faire danser un rock ou quoi. Et à chaque fois, tout le monde me dit, mais c'est une Mais catastrophe. ça s'apprend, Estelle Denis. Il y en Mais a j'ai beaucoup qui ne essayé, savent qu'est-ce que pas. vous croyez? Tout le monde a essayé et je n'ai pas le sens du rythme. C'est la vie, c'est comme ça. On peut, voilà, ça c'est vraiment mon gros point noir. Bon, c'est tout. En tout cas, je note que vos adolescents se sont bien moqués de vous. Oui. Comment gérer les moqueries des adolescents? C'est très certainement une réponse que vous pourrez avoir dans ce livre C'est dont ça. on parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, Ado, le décodeur, Estelle Denis, c'est le livre donc, que vous avez écrit en compagnie de Stéphane Clerget. Donc, hein, c'est le livre. Donc, alors attendez, je recherche mes fiches pour vous dire la vérité parce que je C'est suis un petit peu. pédopsychiatre extrêmement reconnu. Et un pédopsychiatre extrêmement reconnu, effectivement. Alors, vous êtes une journaliste sportive, Estelle Denis. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans un tel défi, finalement? Quelle est votre légitimité, si j'ose dire, d'écrire un livre sur les adolescents, vous qui êtes plutôt habitué à nous parler de sport? Mais parce qu'en fait, c'est pas une question de légitimité. Là, pour le coup, on m'a proposé le projet parce que je suis maman de 2 ados. Je connais Stéphane aussi depuis une vingtaine d'années. Et l'idée, c'était vraiment de poser à Stéphane Clerget toutes les questions qui me venaient en tête en tant que maman d'ado. Après, l'idée, c'est que je raconte ma propre expérience ou ce que j'ai pu vivre pendant mon adolescence. Mais l'idée, c'est vraiment question de maman, réponse de pédopsie. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans ce livre? C'est-à-dire que c'est vos angoisses en particulier? Ce sont vos interrogations en tant que mère? Non, c'est toutes les questions que les parents, les papas aussi, hein, ils se posent des questions, faut pas croire, mais toutes les questions que les parents d'ados se posent quand ils voient leurs enfants changer. Encore une fois, ça va très vite. Hein. On se dit à 12 ans, c'est bon, j'ai encore quelques années devant moi. Eh bien non. Vous n'avez pas quelques années devant vous. Et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, non, il ne faut pas attendre. Et pour le coup, c'est vraiment, encore une fois, des questions très, très vastes, quoi, des plus importantes aux plus superficielles, on va dire, les petites questions que tout d'un coup on se pose. Mais ça va de mon ado veut un chien, est-ce que je dois lui dire oui? Mon ado veut une clé pour sa chambre. Est-ce que vous devez accepter qu'il s'enferme dans sa chambre? Oui ou non? Quand est-ce que vous devez le laisser jouer aux jeux vidéo? Que faire si tout d'un coup il avait plein d'amis, il était toujours souriant et tout d'un coup il se renferme sur lui-même, il n'y a plus d'amis, plus rien ne l'intéresse? Voilà, il y a plein de choses comme ça, quoi. L'aspect physique aussi, vous voyez les ados changer, c'est un truc. On va en parler d'ailleurs. C'est un truc de fou. À la rentrée, là, vous les voyez, c'est-à-dire que vous voyez les ados, enfin, vous voyez votre enfant, tous ses copains, ils viennent à la maison en juin, vous les revoyez là en septembre, vous dites ah oui quand même, il a compris 10 cm. Enfin, c'est assez fou, quoi, les transformations qui se passent, quoi. Alors c'est vrai que le livre s'organise de la manière suivante. Vous posez une question, Ouais. Stéphane Clerget y répond avec toute son expertise, puis vous racontez votre expérience personnelle en lien avec cette interrogation. Ouais. Comment vos enfants ont-ils reçu ce grand déballage? Parce que vous vous livrez énormément dans ce livre et vous racontez vraiment votre intimité avec vos enfants. Comment eux, ils ont perçu ça? Vous avez dû les convaincre avant d'écrire ce livre? Bon, alors, grand déballage, on n'apprend pas non plus. On apprend quand même certaines choses. Oui, sur, mais sur c'est pas. vos En fait, enfants. c'est pas. Ouais. Déjà, le truc, c'est que je l'ai fait lire à ma fille. Ouais. Et je lui ai dit, il n'y a pas une phrase qui sera dans ce livre que tu n'auras pas validée. Elle m'a enlevé une seule phrase du bouquin. Voilà, c'était un truc sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, ah non, alors là, non. Ça va pas être Ok, possible, ok, maman. chérie. Ok. Donc, je l'ai enlevé. Mais sinon, ça a été validé. Mon fils, je me suis dit, bon, de toute façon, lui, il s'en fout. Donc, c'est pas. Mais pendant les vacances, j'ai reçu le livre, voilà, dès qu'il a été. Enfin, avant même qu'il soit édité. Et c'est marrant parce qu'il a commencé à le lire et il l'a terminé, quoi, sans que je lui demande rien. Et des fois, il me dit, ah ouais, tu penses ça? Bah, c'est marrant. Donc, non, il n'y a aucun souci. Après, l'idée, c'est que je raconte pas ma vie personnelle, mais je donne certains exemples, en fait. Mais c'est des exemples que tout le monde pourra avoir. Je donne des exemples aussi que je peux voir autour de moi, qui ne sont pas forcément ceux de mes enfants, mais d'ados que je côtoie. En fait, là, on a tous des amis qui ont des ados et chaque expérience est différente. Mais c'est pour ça que, évidemment, l'avis de Stéphane Clerget, le pédopsychiatre, est hyper important. Parce que lui, il a l'expérience du professionnel et il peut nous donner des conseils. Après, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord ou je me dis, ça, c'est difficile à mettre en place. Et effectivement, on en discute. Mais je veux dire, en tout cas, ce qui compte, c'est que je pense qu'on a balayé très large en termes de questions. Et donc, forcément, je pense que toutes les questions que vous posez sur vos ados, elles sont
sont dans ce livre et il y a donc une réponse de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qui est un professionnel, quoi. Alors justement, avant de passer aux questions des internautes, vous posez la question suivante. Mon ado devient moche et boutonneux. Dois-je faire comme si de rien n'était? C'est d'une violence extrême cette question. Vous êtes vraiment posé cette question? Oui, alors je dis mon ado tout le temps, mais je veux dire, là c'est pas mon ado parce que mes enfants sont magnifiques. Vos enfants lisent ça, franchement, il y a de quoi péter un plomb. Oui, mais c'est pas eux, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Évidemment que je dis pas ça de mes enfants, enfin, mais non, c'est pareil. Mon ado veut un chien, mais les enfants n'ont pas du tout envie de chien. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Quand je dis mon ado, vous mettez à la place des mamans dont les ados veulent exactement, ça, c'est hyper vaste. Ou comment dois-je annoncer mon divorce à mes ados? Bon, en l'occurrence, je ne divorce pas, donc oui, voilà. Mais vous prenez quand même le conseil de Stéphane Clerget, c'est ce que vous dites dans le livre. À un moment donné. Vous dites, on sait jamais. Oui, mais je ne raconte pas ma propre expérience puisque, en l'occurrence, je n'en ai pas. C'est vrai. Mais donc voilà, il y a des questions. En fait, je laisse Stéphane répondre et j'élude. Non, mais mon ado devient moche et boutonneux. En fait, il y a quand même une période. Mais même vous, Damien, qui êtes magnifique. Oh, je veux dire, si vous regardez les photos que vos parents ont pris de vous lorsque vous étiez ado, il y en a certaines, vous faites ah bah super, ah bah génial. Moi, j'ai regardé il y a pas longtemps des photos de famille, mais j'engueulais ma mère. Je dis mais comment t'as pu me prendre là à cette période-là? Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites rien à votre ado? Vous faites ben non, peut-être qu'à un moment vous lui dites tu sais chérie, il existe des petites crèmes, super. Et voilà, donc ça Stéphane il explique effectivement, là on en rigole, mais c'est dur l'adolescence quoi. Quand tout d'un coup effectivement vous avez des boutons partout, vous grossissez, vous avez les cheveux gras, bon c'est pas facile à gérer quoi. Donc comment on fait quand on est parent pour aider l'enfant à passer ce cap un petit peu difficile? Ben là Stéphane y répond. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Les internautes peuvent absolument poser toutes leurs questions à partir du moment où c'est pas trop indiscret. Attention. Hein. Sarah, les premières réactions sont arrivées. J'ai déjà une demande, un premier conseil à vous demander voilà, sur Twitter. À quel âge faut-il autoriser les enfants à utiliser une tablette, l'ordinateur, les portables? C'est dans le livre en plus, ça tombe bien. Ben, ça dépend. Alors le portable, moi franchement, j'ai autorisé mes enfants à en avoir un quand ils sont entrés en 6e. Mais c'était pas tant pour eux que pour moi. C'est-à-dire que c'est parce qu'en 6e, les horaires changent, etc. Et c'est plus simple d'appeler maman, tu peux venir me chercher, oui, bien sûr. Bon, voilà. Et souvent, les enfants ont leur portable en 6e avant, sauf si effectivement il y a vraiment un besoin majeur, pas pour être sur les réseaux sociaux, mais pour appeler effectivement, pour aller chercher, etc. Mais sinon, la 6e, c'est plutôt indiqué. Après, les tablettes, aujourd'hui, c'est compliqué d'y échapper. C'est compliqué de dire à un collégien, bah non, tu n'auras pas de tablette. Ouais. Par exemple, moi, je vois ma fille, elle est au lycée et aujourd'hui, elle a plus de livres. En fait, dans son lycée, tout est fait par tablette. Donc après, je veux dire, il y a plus jeune, à 3-4 ans, parce qu'on en voit déjà. Il faut essayer. En fait, il faut quand même essayer de reculer un maximum l'âge de la tablette. Il y a d'autres choses à faire, en fait, avec un enfant que de jouer à la tablette. Il y a des jeux de société formidables. Moi, je sais que pendant toutes les vacances, j'ai joué aux cartes avec mes enfants et c'était génial. Et on aime ça. Vous pouvez jouer au Monopoly, au Cluedo, à ce que vous voulez. Après, arrive un âge où vous leur proposez un Cluedo, il faut. Pardon. Voilà. Sauf pendant les vacances où vous avez le droit, mais où c'est possible. Mais c'est vrai que après, ouais, le collège, ça reste un petit passage aussi au numérique, quoi. Vous étiez quel genre d'adolescente plus jeune? Est-ce que vous étiez intenable? Est-ce que vous étiez respectueuse? Est-ce que vous étiez très calme, très classique? J'étais, avec mes parents, insolente, je pense, mais respectueuse des règles. C'est-à-dire que quand on me disait 23h, j'arrivais jamais à 23h01. Jamais. J'étais très comme ça, mais honnêtement, je levais beaucoup les yeux au ciel, je faisais beaucoup de comme ça. Un peu rebelle, donc? Ouais, pas un peu rebelle, mais casse-pied, quoi, je pense, ouais. Allez, on passe à votre actualité télé, puisque vous présentez l'équipe d'Estelle chaque jour à 17h30 sur l'équipe. C'est un talk show donc, qui rassemble, je crois, en moyenne 315 000 téléspectateurs chaque soir, dans lequel vous commentez l'actualité football en compagnie de votre bande. Est-ce que vous avez injecté cette saison quelques nouveautés par rapport à la saison dernière? On essaie de garder les mêmes bases, parce que ça marche, hein, et qu'on est en progression, donc on ne va pas tout changer. Après, on donne une importance accrue à la chronique La Petite Lucarne, de Pierre-Antoine Damecourt, qui marche super bien et qui est extrêmement drôle. Donc voilà, Pierre-Antoine passe à 18h10 désormais, et puis sa chronique est aussi rediffusée entre nous et l'équipe du soir. Après, on cherche toujours à innover, mais je trouve qu'il n'y a plus de rentrée télé. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu comme la rentrée scolaire. C'est-à-dire vous arrivez avec vos nouveaux habits, votre nouvelle trousse, le premier jour de la rentrée. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. Nous, on essaye de changer au fur et à mesure. On est en direct, on est en quotidienne. On se donne le droit de changer des choses par petites touches. Là, on a un peu modifié l'habillage. C'est-à-dire la rivière qui était en dessous avec tous les titres a changé. Donc, on essaie d'upgrader, on va dire, tous les jeux de l'émission, de les rendre plus jolis, par exemple. Donc, voilà, on essaie de faire ce genre de choses, mais on y va vraiment par petites touches. On ne fait pas de révolution dans l'émission, quoi.
Sarah, d'autres questions? Oui, j'ai une question justement foot. Ah. Fabrice sur la page Facebook de TV Mac qui se demande si pour vous le PSG a réalisé le mercato idéal en cette rentrée. Est-ce que Leonardo est magique? Ouais, mais non, mais franchement, c'est un super mercato. Ça fait des mois qu'on se dit, mais Paris, il n'y a pas de numéro 6, Paris doit faire ci, Paris doit faire ça. Et là, ils ont hyper bien recruté, quoi. Et hier, on faisait le thème justement dans l'émission, est-ce que Paris a un effectif pour gagner avec des champions? Je ne sais pas si ce sera cette année, mais là, franchement, l'effectif, il est magnifique, quoi. Logiquement, quand vous voyez l'équipe du PSG sur le papier, ça doit aller loin, quoi. C'est pas possible. À un moment, ça va marcher, quoi. Alors, c'est vrai que, Et avec Neymar, oui, parce qu'on me parle aussi de Neymar. Est-ce que la presse n'en a pas trop fait aussi Non, je crois autour pas. de lui? Je crois pas parce que Neymar, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il faut quand même se rappeler qu'il a eu son nom sur la Tour Eiffel. Non, mais voilà, faut. Et aujourd'hui, il veut partir. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre. En tout cas, lui ne l'a pas dit publiquement. Il l'a dit évidemment à sa direction, mais il ne l'a pas dit publiquement. Maintenant, je pense qu'il est capable aussi de faire une énorme saison, quoi, de faire abstraction de tout ça, parce que Neymar, c'est une star. Il ne peut pas se permettre de bouder dans son coin et de dire « je ne suis pas parti, je vais mettre un peu le bordel dans le club ». Pas du tout. Moi, je pense qu'il peut faire une énorme saison. Et s'il n'est pas rattrapé par les blessures, parce que l'an dernier, le PSG perd en huitième de finale face à Manchester en Ligue des Champions, il n'est pas là, il n'est pas sur le terrain. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que s'il avait été sur le terrain, ça aurait changé quelque chose. Et que c'est un immense joueur. Il fait partie aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, mais il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde. Donc à un moment, vous gardez Neymar dans votre effectif, et réjouissez-vous, quoi. Alors c'est vrai qu'en cette rentrée, vous ne manquez pas de sujets sur l'actualité football, entre l'actualité Neymar, mais aussi cette suspension des matchs de football en cas de propos homophobes dans les tribunes. C'est ce qu'on a vu notamment lors de la rencontre opposant Nice à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle réglementation, vous? Mais j'attends, je pense qu'il faut, je pense que ça a été trop vite. C'est-à-dire que l'idée est belle, voilà, évidemment qu'il faut enlever les propos homophobes dans les stades, etc., évidemment. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop vite? C'est-à-dire qu'à un moment, avant de faire ça, avant de punir, il faut éduquer, quoi. Ouais. Et je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est quand même pendant quelques mois d'éduquer les supporters, que les clubs puissent faire passer leur message. C'est-à-dire qu'à chaque match, dire non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que on ne peut pas tenir des propos homophobes. C'est des choses que vous ne diriez pas dans la rue, donc on le dit pas. Ce qu'on ne dit pas dans la rue, ce qu'on ne dit pas en famille, on ne le dit pas au stade. Donc ce serait l'insulte qu'il faudrait punir, au-delà des propos homophobes. Mais il faut éduquer avant toute chose. Il faut éduquer. Oui, parce que le risque, c'est que tous les matchs soient arrêtés à un moment donné. Mais bien sûr. Alors après, évidemment, quand le club va commencer à avoir des amendes, etc., là, c'est le club lui-même qui va faire la police dans ses tribunes. Mais si vous voulez, moi, je pense que l'éducation, il faut d'abord éduquer avant de sévir. Et après, il ne faut pas non plus qu'il y ait une surenchère avec des supporters qui vont faire exprès de faire des banderoles, etc. Et voilà, une espèce de surenchère de nous, on a arrêté le match tant de temps, etc. Mais oui, l'idée, elle est bonne, évidemment, de bannir tous les propos homophobes. L'idée est bonne, mais il faut d'abord éduquer, quoi. Alors, le commentaire sportif commence un peu à s'ouvrir aux femmes. C'est ce qu'on a pu constater lors de la dernière Coupe du Monde. Candice Roland n'est plus la seule à commander les matchs de football. Désormais, on voit notamment Anne-Laure Salvatico, je crois, sur Canal+. Est-ce que ça vous donne des idées, vous, Estelle? Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais je ne suis pas faite pour ça. Ah, vous n'avez pas du tout envie de commenter un match de football? Ah, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais en plus, je pense que je n'aurais aucune plus-value là-dessus, j'apporterais rien. Et puis, c'est pas ce qui m'amuse. Moi, franchement, je préférais être soit au stade, soit dans mon canapé et écouter les autres commentateurs. Vibrer. Moi, ce que j'aime, c'est parler de foot avec une bande, mais commenter, honnêtement, mais tout le monde le fait mieux que moi, donc alors là, franchement, non. Alors, vous êtes peut-être de l'avis de Denis Balbir. Denis Balbir, souvenez-vous, qui était au Buzz TV et qui nous a déclaré sur ce plateau que finalement, il n'était pas forcément favorable aux femmes qui commentaient du football à cause de la voix notamment. Vous aviez déclaré ce genre de propos, je me souviens, dans une interview à TV Magazine. Mais moi, je parlais de moi personnellement. C'est-à-dire que moi, je trouve que quand je m'énerve devant chez moi devant ma télé, devant un match de foot, j'ai la voix qui monte dans les aigus. Et je trouve que ma voix n'est pas agréable. Voilà, donc je ne vais pas l'infliger aux gens. Enfin, je veux dire, et en fait, mais c'est très personnel. Après, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien dire, que ça fasse une polémique. Ça vous a étonné, cette polémique? Mais j'en ai parlé à Candice Roland, et Candice, elle en a parlé avec Denis. Mais encore une fois, il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais en fait, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'a pas dit « j'interdis à toute femme de commenter les matchs de foot ». Il a dit « moi, personnellement, ça ne me va pas, j'aime pas ça ». Il aime pas ça, il aime pas ça. Et il aime pas le chocolat, il aime pas le chocolat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais il a le droit, je veux dire, de pas aimer ça. Je veux dire, et tout comme moi, je peux avoir le droit de pas aimer certains commentateurs. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est la vie. Enfin, on peut pas aimer tout le monde et tout. Et en fait,
ça va finir par, en fait, on ne pourra plus rien dire, quoi, en fait. Ça deviendra très aseptisé. Est-ce que vous êtes de l'avis de Laurent Ruquier qui dit que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué justement à ce politiquement correct, au fait que maintenant il faut penser tous la même chose et qu'on ne peut plus faire un pas de côté sans se faire taper dessus, notamment sur les réseaux sociaux? Si, mais en fait, on peut faire un pas de côté, mais il faut accepter de pouvoir se faire taper dessus, en fait. Oui, je regardais l'interview incroyable de Michel Sardou il n'y a pas longtemps. Sur RTL. Bien sûr, j'étais pas d'accord avec tout, mais j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense et qui en a rien à foutre de rien. Mais cette interview, mais franchement, elle est extraordinaire. Le mec qui dit avant, je mettais 6 heures pour faire Paris-Marseille en voiture. Bon, là, on n'est pas d'accord, mais je veux dire, mais il le dit, voilà. Oui, et on a le droit. d'accord, mais bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec lui sur la sécurité routière. Mais après, moi, ça m'a fait marrer ce qu'il dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais franchement, alors autant Instagram est plutôt bienveillant. Mais des fois, mais vous postez un truc sur Twitter, un petit truc comme ça, mais vous prenez des insultes, vous vous dites, mais les gens sont tarés, quoi. Et après, moi, je m'en fous. Donc, en fait, j'en ai rien à... Voilà, j'en ai rien à battre des insultes. On peut m'insulter. Genre, je le dis à ceux qui m'insultent, je m'en fous. Alors, donc, il y a des modérateurs, attention. Oui, mais non, mais je veux dire, en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance, en fait. Je ne les connais pas, je m'en fous. Si c'est quelqu'un que je connais qui m'insulte, ça m'embête. Quelqu'un que j'aime pas qui m'insulte, je m'en fous. Quelqu'un que j'aime bien, voilà, quelqu'un que je ne connais pas, je m'en fous complètement. Mais, je veux dire, c'est vrai que... Enfin, à un moment, je suis pas d'accord surtout sur le fait qu'on est dans le politiquement correct à cause des réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont pas politiquement corrects, mais c'est vrai que on doit parfois faire un tout petit peu faire attention à ce qu'on dit, etc. Et puis tant mieux pour certains sujets, mais c'est vrai que parfois c'est un peu lourd, quoi. Sarah, on prend une dernière question du côté des internautes. Allez, une dernière question de Christophe sur le Figaro.fr qui devance déjà la chronique sucré-salé, qui vous demande si vous êtes plutôt Yann Barthès ou Cyril Hanouna en Access Prime Time. Bah alors, en fait, le truc, c'est que déjà, j'ai pas le temps de regarder puisque c'est en frontal avec moi, mais et en replay. Non, je regarde pas le replay. Non, mais je vais dire Cyril parce que j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui et je le connais mieux qu'Yann Barthès, que je n'ai jamais rencontré pour le coup. Mais c'est vrai que, étant donné que je suis à l'antenne à ce moment-là, je n'ai plus l'occasion de regarder et vous êtes ni toujours quotidien en contact ni. Avec Cyril Hanouna? Bah, on est moins en contact parce que pour le coup, voilà, on est sur deux chaînes. Enfin, il est sur C8, je suis sur l'équipe, mais je veux dire, quand on se voit parfois au parc. Voilà, on est content de se voir. Et voilà. Alors voilà la preuve, Estelle, vous savez que parfois dans la vie, il faut savoir choisir. Et c'est précisément ce qu'on va vous proposer dans cette nouvelle rubrique. Donc vous l'avez compris, à travers cet exemple, nous vous soumettons 2 propositions. Il faut que vous en choisissiez qu'une. OM J'ai bien compris. ou PSG? L'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain? Je vais dire Guingamp. Et Dieu sait qu'on n'est pas bien. Je sens qu'elle ne va pas être facile cette rubrique. Ça va être compliqué là. Grégoire Margoton ou Yoann Rioux? Bah, c'est pas pareil, c'est styles pas la différents. même chose. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, je veux dire Johan parce que c'est ma chaîne, etc. Mais c'est 2 exercices très différents. C'est-à-dire que Greg, il commente avec les images, donc il s'appuie sur les images avec Bichente. Et franchement, c'est un bonheur de les écouter tous les 2 sur TF1. Et Johan, il s'appuie sur les images, mais il commente tout ce qu'il voit. À la limite, Johan, c'est presque plus de la radio. Mais voilà, Johan, c'est plus. Il y a un peu de divertissement aussi. Ouais. Voilà. Mais les 2 sont complémentaires. Pascal Praud ou Hervé Matou? Je vais dire Pascal parce que Pascal me fait mourir de rire en fait. Mais franchement, mais Pascal, c'est quand même... Pascal, il a tout fait, c'est un personnage quoi. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il le dit aussi, il a le mérite de dire les choses. Qu'il n'est pas d'accord avec lui-même, c'est possible. Mais non, mais en plus, Pascal, j'ai travaillé avec lui, mais c'est un homme qui a une culture absolument incroyable. Moi, j'ai adoré ses chroniques dans Le Point sur Noirmoutier, sur les vacances. Il a un côté un peu... Quand on lit Pascal, il y a un côté un peu Pascal Thomas, vous savez, les films de Pascal Thomas, etc. Et il a un talent dingue. Alors après, il crée des polémiques absolument incroyables. Mais non, mais Pascal, c'est un ovni, quoi. C'est un ovni. Féministe ou féminine? Féminine. Je ne suis pas du tout féministe. Mais pas du tout, non. Pourquoi? Mais parce que en fait, je n'aime pas qu'on fasse de distinction, en fait. C'est entre les femmes et les hommes, moi, les quotas, les trucs comme ça, non, ça ne me va pas, en fait. Certaines femmes pensent que les quotas sont humiliants. Non, mais bien sûr, après, bien sûr, l'égalité des salaires. Évidemment, maintenant, si je gagne plus qu'un homme, je n'ai pas du tout envie d'être à égalité. Ou alors, lui, il peut monter, mais moi, je ne veux pas descendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se comprend. Mais non, mais... Le féminisme, ça dépend pourquoi.
Je veux dire, voilà, on n'est pas des petites choses, quoi. Moi, je veux pas qu'on me considère comme une petite chose, comme quelqu'un de plus faible, etc., quoi. Je me dis, ah putain, mais il y a des femmes qui font des choses extraordinaires, il faut en parler, il ne faut pas toujours parler des femmes parce qu'on est moins ceci, moins cela. Moi, j'aimerais, je veux dire que voilà, on donne en exemple des femmes qui réussissent, des Christine Lagarde. Il y a plein de femmes qui réussissent dans leur domaine et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est formidable, par exemple, aujourd'hui, de parler des violences conjugales. Ça, c'est génial. L'égalité des salaires, ça, c'est génial. Il y a plein de sujets, effectivement, où il faut qu'on avance. Mais il y a d'autres sujets où, voilà, mais valorisez-nous, quoi. Allez, un petit dernier pour la route. Maman ou présentatrice? Je choisis maman ou papa, là, c'est très compliqué. Non, j'oserais pas. Présentatrice maman, présentatrice au maman. boulot et maman quand je suis à la maison, quoi. Allez, on vous laissera pas trancher sur ce coup-là. Merci beaucoup Estelle Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir quelque part inauguré cette nouvelle formule du Buzz TV, puisque nous sommes encore dans notre première semaine. Alors, je rappelle que vous pourrez vous pouvez d'ailleurs toujours vous procurer le livre d'Estelle Denis qui est passionnant. Ça s'appelle Ado le décodeur. C'est aux éditions Le Duc et vous pouvez la lire, mais vous pouvez aussi la regarder, bien sûr. Ça se passe sur L'Équipe, chaque jour dans son émission L'Équipe d'Estelle à 17h30. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté notre invitation. Et le Buzz TV, comme chaque jour, revient demain, cette fois-ci, avec un monument du petit écran. Je pense même qu'on a vendu ce présentateur avec la télévision. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'il nous propose ces interviews, qu'il s'assoit aujourd'hui sur son canapé rouge. Il s'agit de Michel Drucker, que nous recevrons demain au Buzz TV. J'espère que vous serez nombreux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.